Hello, bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui a pour ambition de vous aider à prendre de meilleures décisions. Moi, c'est François, et je me suis toujours posé la question de comment on prend une décision. Pas vous? Car les décisions, on en prend tous les jours, que ce soit dans notre vie personnelle ou notre vie professionnelle. Et donc, j'ai voulu comprendre. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller à la rencontre de décideurs, de gens qui prennent des décisions tous les jours, des décisions qui impactent, et de comprendre d'où ils viennent, pourquoi ils réfléchissent comme ça, et quels sont leurs raisonnements. Alors bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui va vous aider à prendre des meilleures décisions. Super. Prêt? Prêt. Bon bah let's go. Et bah, alors je vais prendre une note parce que j'ai pas envie de me tromper dans les prénoms. C'est très con, mais... T'as bossé plus que nous. Je me suis un peu renseigné quand même parce que je vous connais, parce que ce qui est très marrant, c'est que je vous connais à travers votre boutique à Place de Parlement. Ouais. Place du Parlement. Parce que alors, dans mon ancienne expérience, je travaillais avec mon réparateur. D'accord. Ok. Voilà, donc on Ok. nous a vu arriver et tout de suite ça nous a mis des signaux d'alerte. On travaillait sur le SEO avec lui Ok. et ça nous a mis des signaux d'alerte. On est vite venu voir ce que vous faisiez et puis on a pas mal regardé. Puis bon, cette aventure s'est terminée et ça, mais je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant parce qu'en plus j'ai entendu des choses sur de vous sur le réseau et tout ça, donc je me suis dit que ça pourrait être vachement cool. Ok. Mais du coup, Adelin, François, Kane, merci de m'accueillir. De rien. Merci à toi. Je vous avoue que c'est la première fois que je ne fais une interview avec 3 personnes autour de moi. Donc, je vais essayer de faire au mieux. J'ai déjà fait 2, mais ça va être ça va être un vrai challenge. Donc ça va être cool. Déjà, merci de m'accueillir dans vos locaux. Merci pour le petit tour aussi, c'est vachement intéressant. Ça m'évoque des choses parce que j'ai mon oncle qui fait le même travail que vous, mais à titre indépendant. Donc quand je vois la dimension que vous avez, que lui a, ça me fait plutôt sourire et ça me fait appréhender les choses un peu différemment. Mais avant de rentrer dans le sujet du podcast et de vous interroger un peu sur qu'est-ce que vous faites et ça, je vous propose peut-être de vous présenter. Qui êtes-vous et d'où vous venez? Voilà, expliquez-moi comment a été créé et comment vous êtes venu à créer Phoner. Pour peut-être un petit tour de table avant, comme ça. Ouais, alors François Vestuet, j'ai 26 ans, je suis originaire de Vitré, donc local. Et j'ai commencé la réparation au lycée, on en parlera je pense après. Moi, Adelin Revaud, du coup j'ai 23 ans et en parcours j'ai fait un GEA, donc de la compta gestion, et ensuite un bachelor marketing que j'ai terminé, pas fait de master, parce qu'on a lancé Phoner entre les deux. Et donc originaire de Vitré aussi. Et voilà. Moi, Kevin Gégaud, donc moi j'ai 34 ans. Moi je suis du monde de l'informatique, du développement, et j'ai un master en informatique, et je suis originaire des Côtes d'Armor, vers Loudéac. Ok. Oui, d'ailleurs, je crois que j'ai regardé un peu vos expériences et tout ça. C'est vrai que vous avez des profils très très différents. Comment vous êtes rencontrés initialement en fait? L'histoire c'est que j'ai fait le même lycée qu'Adelin, donc à Vitré, c'est Jeanne d'Arc. J'ai cassé mon téléphone malheureusement, et quand j'étais au tout début du lycée, malheureusement, il n'y avait pas de réparateur à l'époque, donc j'ai regardé sur internet comment on pouvait trouver une solution. J'ai réparé 1 fois, 2 fois, 3 fois mon téléphone, et puis après j'ai commencé à réparer les téléphones des copains, puis après des copains des copains. Et Adelin également, et en fait, Adelin, on a 3 ans d'écart avec Adelin, sauf que lui a sauté une classe, moi j'en ai repiqué une, donc on s'est retrouvés à peu près au même avec mais une année d'écart, mais donc on se côtoyait tout en ayant chacun notre borne à part. Et donc au lycée, chacun réparait pour ses copains. L'histoire c'est que du coup, moi après Jeanne d'Arc, après le lycée, je suis parti faire un IUT technique de commercialisation à Laval. Okay. Pendant cette formation, on devait créer une entreprise fictive et donc on cherchait un projet avec 3 potes de promo de l'IUT. On a cherché un peu toutes les idées de boîtes possibles, imaginables, et
vu que j'avais déjà ce petit business entre guillemets, on est parti sur cette idée-là. Et donc tous les 4 avec mes premiers associés, donc l'entreprise s'appelait FACT, FACAT. Vu qu'on voulait rentrer dans des IAE, donc Institut d'administration, c'est une sorte d'école de commerce public, et on sait que c'était assez compliqué d'y rentrer. On s'est dit autant créer vraiment la boîte pour notre dossier, ça peut être bien. Et donc on a vraiment créé cette boîte, donc FACT, qui a duré 2 ans. On faisait de la réparation de smartphones en point relais, avec un point relais à Vitré et un point relais à Laval. Donc nous, on avait déjà cette petite activité. Adelin, lui, en parallèle, était en GEA à Rennes. Exactement, et donc en gros, moi, un peu comme François, j'avais commencé à réparer au lycée, cassé mon téléphone, je l'avais réparé, j'avais fait le malin, et donc du coup, une copine qui m'avait demandé. Et donc, à la fin de mon GEA, j'en avais un petit peu marre. On discutait pas mal avec François, on a déjà eu des projets auparavant. Et donc du coup on discutait pas mal et je dis tiens, moi j'aimerais bien monter ma boîte, je fais de l'intérim et le jour où ça fonctionnera je switcherai finalement. Et François me dit écoute, moi avec FACT on va se séparer parce que on part dans des villes différentes et ça devient compliqué d'un point de vue logistique. Il dit t'as qu'à faire ça. Et je dis c'est vrai que c'est pas si bête, je sais réparer. Genre ça, on était en Espagne, c'était en août 2019, et entre les deux je trouve quand même une alternance. Donc en fait je me suis retrouvé à cumuler les deux pendant un moment, donc là en micro à ce moment là, et j'avais une problématique que François avait aussi, c'est que du coup comme on était en cours, parfois les gens nous appelaient pour savoir quel était le tarif pour réparer un écran d'iPhone 8, une batterie, etc. On allait rappeler à la poste, ça prenait beaucoup de temps, etc. Parce que du coup quand on a quitté l'IUT, donc avec mes potes de base, il y en a 2 qui sont partis à Rennes, 1 à Tours, et moi je suis parti à l'IE de Poitiers. Et donc, logistiquement trop compliqué, donc on a préféré fermer la boîte. J'ai recréé une micro, du coup, comme Adelin, et je faisais ça que sur Poitiers. Donc j'exerçais plus du tout sur Vitré. Donc on avait cette problématique que nous les clients qu'on nous appelait, moi j'étais en cours, lui était en alternance et on pouvait pas y répondre compliqué d'avoir un service un peu continu, d'être c'était artisanal au début. Je me souviens, je réparais dans le bistrot de mes beaux-parents à l'époque, donc à l'étage les gens buvaient une bière en bas, une demi-heure après le téléphone était réparé, c'était après les cours ou après l'entreprise, donc c'était assez drôle. Et donc à un moment ça devenait un peu compliqué, et là dans un autre cadre on rencontre Kevin. Et donc, je sais pas si tu vas raconter un peu. Du coup, on s'était rencontrés sur un petit projet qu'on avait avant. C'était tous les mois, on interviewait un chef d'entreprise. On l'invitait autour d'une planche avec un petit verre de vin et il nous expliquait son parcours et les erreurs qu'il avait eues et les conseils. Et nous, on posait nos questions. Un beau concept, ça. Ouais. C'était sympa, on a toujours fait des trucs un peu comme ça. C'est cool, ça. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et en discutant, on voyait bien que s'il y avait un projet futur, on ferait quelque chose ensemble. Parce que du coup, c'est vrai que avant, avec François, on a déjà monté des choses. C'était plus, on vendait des cadres en ligne, on avait essayé de faire des t-shirts, faire des projets qui n'avaient pas forcément fonctionné à l'époque, mais on avait développé nos compétences, que ce soit en marketing, en publicité et tout. Et puis voilà. On avait fait beaucoup d'associatifs aussi. Et d'associatifs aussi ensemble. Et c'est vrai que à ce moment-là, du coup, je me souviens, je rappelle, un peu avant, je vois Kevin et je lui dis écoute, c'est vrai que si demain on monte un projet, on a besoin d'un CTO, c'est toi, ça fonctionne quoi. Et ça fait son petit bonhomme de chemin. Et du coup, je lui demande quelques semaines après, écoute, les concurrents ont un truc qui est génial, un module de devis en ligne, les gens peuvent choisir la marque, le modèle, ils ont le tarif, et si vraiment ils sont intéressés, ils nous recontactent. Je dis est-ce que tu saurais développer ça? Et Kevin dit c'est 3 fois rien. On a démarré comme ça. On a démarré comme ça. Et je rappelle François qui était pendant ses partiels et je lui dis écoute, j'ai rencontré la personne qui nous a toujours manqué. Nous on savait compter, on savait faire du marketing, on savait vendre, mais par contre la partie dev web on ne l'avait pas vraiment. Et finalement du coup Adelin lui a continué son bachelor marketing, et moi après l'IUT j'ai fait rien à voir, j'ai fait une licence 3 gestion et un master en finance et un master 1 finance. Et donc j'étais pendant ces fameuses partiels. Et l'année d'après, donc j'avais un stage et je devais partir en année de césure après, de base. Et donc du coup on crée la boîte en mars 2020. On commence en février 2020. La boîte est immatriculée le 6 mars 2020, la date d'anniversaire d'Adelin. Un beau cadeau. Comme quoi. Et du coup on commence dans la cave de Kevin qu'on a réaménagé complètement en 2 jours quoi, en week-end en atelier.
Et le Covid démarre. Ouais, le timing est parfait, c'est 8 jours avant le premier confinement, quoi. Ouais, d'un côté, le timing était super, mais se dire commencer une boîte alors que le Covid frappe. On a commencé sans le savoir qu'il allait frapper. Ouais, bien sûr, oui. Ça vous a pas fait peur. En fait, il y a souvent des gens qui nous posent la question, est-ce que ça vous a impacté? Mais en fait, quand on y repense, pas tant que ça, parce que nous, la chance qu'on avait, c'est que comme on démarrait, on avait 0 charge. Ouais. Nous, même si on y avait 2 fois moins de chiffre d'affaires qui rentrait, en face, on n'avait pas nos salaires à payer. Au début, François, tu étais en stage. Moi, j'étais encore en stage en finance sur Paris, mais du coup, vu qu'il y avait Covid, j'étais en télétravail. Donc, moi, dès que j'avais un client, je me mettais en stand-by sur Meet, là, sur Microsoft Teams, et j'allais réparer le téléphone et je revenais bosser. Et Adelin, lui, était en alternance. Moi, j'avais le chômage partiel à l'époque. Je sais plus comment on appelait ça. Ouais, c'était chômage partiel où on était à domicile, et donc du coup, j'étais dans la cave. Et c'est marrant, on donnait rendez-vous aux gens dans la rue, parce que du coup, on était considéré comme commerce essentiel. Okay. Parce que les téléphones, les gens ont besoin de communiquer, donc on avait le droit de rester ouvert. Et donc on donnait rendez-vous aux gens dans la rue, c'est une rue principale à Vitré, et on leur disait revenez dans 1 heure, votre téléphone sera prêt, et nous on le réparait dans la cave. On va te montrer des photos, mais ça faisait la moitié de la cuisine. Donc, pour témoigner, parce que comme on est à l'audio, relativement petit pour 3 personnes dans une cave. Si on avait 20 mètres carrés, 15 mètres carrés, c'était pas mal. et de tous les trois, là, c'est une super expérience, mais vous avez, ce que vous me racontez, en fait, vous avez toujours une certaine volonté entrepreneuriale. D'où vous vient à tous les trois, parce que c'est quand même rare, un peu cette envie? Je sais pas. Personnellement, je pense que c'est un truc que depuis tout petit, depuis l'école, depuis le lycée. Le lycée où j'ai commencé, moi, à faire vachement d'associatifs à côté de mes cours. Et Adelin, pareil. Et du coup, en fait, c'est que au lycée, je me voyais pas, après mes cours, ne rien faire. Aller à jouer à la console ou autre chose. J'ai toujours fait du sport, j'ai toujours fait beaucoup d'associatifs. Et faire des projets, je sais pas, c'est ça qui me faisait kiffer. Donc, franchement, pareil. Un peu de personnes de ma famille, mon oncle, entrepreneur. Mes parents, quand même entrepreneurs, ils ont tenu un gîte pendant 20 ans. Mais ma mère elle est toujours assistante familiale à côté. Et mon père avait un job aussi. Donc, mais un peu entrepreneur quand même. Et après, je pense toujours un peu cette envie de liberté, malgré tout. Du coup, que nous offre l'entrepreneuriat, de faire un truc pour nous. C'est toujours branché, moi, personnellement. Donc, je pense que ça vient de là un peu aussi. Ouais, c'est vrai que mes parents aussi sont entrepreneurs. J'ai toujours été dans ce milieu de pas mal travailler. Et un peu ce côté liberté aussi. Clairement. Je pense que c'est le plus... Avec du recul, c'est plutôt ça, je pense. J'ai jamais été... je vois bien, même à l'IAE, je pense que j'ai passé 80% de mon temps pour les assos, les BDE, les trucs comme ça, par rapport à 20% pour les cours, et encore. Et même au lycée, j'ai jamais été très bon élève. Mais par contre, pour les assos, je me donnais, quoi. Il y a ce truc un peu aussi avec l'associatif. Moi, côté, je suis co-président d'un festival de musique. Et donc, du coup, toujours eu cette envie de créer aussi des projets. Et je pense, pareil avec Francis, au niveau d'avoir des gens, on monte un truc, on a des gens en face qui répondent. C'est sympa. Cette excitation de créer des choses et exactement. De donner vie à des choses, quoi. D'être stimulé tout le temps. Ce que moi j'avais aussi, alors un peu moins aujourd'hui, mais ce que j'avais aussi, c'est aussi d'apprendre tout constamment dans plein de domaines, quoi. Quand j'avais, de ce que j'entends et de ce que je vois un peu de votre histoire, c'est aussi cette histoire de toujours vouloir apprendre et la curiosité, en fait. De voir des choses, quoi. Et je vais faire une petite ellipse dans le temps, et aujourd'hui, en tant que là, au 25 septembre 2023, vous définiriez comment dans votre vie professionnelle? Si demain je vous dis, comment tu te définis là, maintenant? En tant que, par rapport à notre poste ou par rapport à notre... Par rapport à votre vie professionnelle. Je dirais plutôt créatif. Ma nature plutôt créatif et un peu tête dans... Enfin, on y va, tu vois, un créatif optimiste. Ok, j'aime bien. On va dire.
Je vais te poser une colle, j'ai l'impression. Kevin, comme je réfléchis, en fait, un peu entre tous les trois, Adelin est hyper optimiste. Peut-être François un peu plus pessimiste. Moi, je suis un peu entre les deux. On a une sorte d'équilibre un peu comme ça, quoi. C'est l'âge qui fait ça. La sagesse, je pense. Moi, je suis très plutôt exécutif. Okay. Exécutif opérationnel. Donc beaucoup plus terre à terre qu'Adelin. Donc on a un mix parfait d'Adelin qui voit demain et moi qui suis plus dans le aujourd'hui, avec un Kevin qui de par son expérience dans l'industrie est plus concret. Et alors le fait qu'aussi moi je suis dans les chiffres, je suis plus tempéré, je suis un peu la tête comptable du groupe qui dit non les gars, du calme. Mais donc ça fait un mix parfait. C'est vrai qu'au moins quand on discute, ça permet vraiment d'avoir du débat, de l'échange, et parfois moi je me dis c'est vrai que si on entrepris tout seul, putain j'aurais fait des conneries. Mais je pense que si on écoutait que Adelin, on se serait planté parce qu'on serait allé trop vite sur plein de sujets. Si on m'écoutait que moi, on se serait planté parce qu'on serait pas allé assez vite. Et donc fallait écouter Kevin. Enfin un mélange. C'est en fonction des situations. Après il y a des trucs en fait, tu vois, par exemple il y a des trucs sur lesquels il faut être optimiste et d'autres il faut l'être un peu moins, et donc c'est plutôt en vérité un contexte. C'est le contexte qui va donner beaucoup de choses. Et tu vois, tu parlais de décision au début, c'est surtout ça aussi qui oriente, c'est que en fait tu peux avoir la même question mais dans deux contextes différents, et parfois vaut mieux que ce soit quelqu'un qui réponde, et dans un contexte vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui répond. Et justement on en vient un peu à la décision parce qu'aujourd'hui vous êtes 3 cofondateurs. Pour donner un peu de situation, et bien sûr vous ajustez les chiffres si je me trompe, mais 3 cofondateurs, une quinzaine de salariés, presque 20, ok. Donc ça fait une belle structure qui a en plus, d'après ce que j'ai compris un peu dans la presse, va augmenter assez rapidement et prochainement, enfin sur 2025. Comment aujourd'hui sur une telle structure qui évolue aussi rapidement, vous prenez vos décisions? Alors j'entends des décisions impliquantes pour l'entreprise, pas les décisions au jour le jour, tiens est-ce que on développe, on développe une offre ou pas, des décisions comme ça qui sont vraiment vont engager un peu l'entreprise. On a on est assez structuré en termes de direction entre grands guillemets. Okay. On a des points réguliers. On sait que déjà tous les mardis ou mercredis midi, ça dépend des agendas, on mange que tous les 3 pour parler des points hyper importants dans la boîte. Tous les jeudis matins à 8h, on a une réunion avec comment on le définit, qu'on appelle le board, mais en fait on est accompagné par Réseau Entreprendre, et avec Réseau Entreprendre on a l'obligation de mettre en place un comité de direction. Alors on n'aime pas trop le nom parce que c'est un peu pompeux, mais de mettre en place avec les personnes vraiment sur les postes clés. On a Amandine qui est en marketing et Mathieu qui est directeur des opérations, et donc du coup et développement boutique, et donc du coup on a ce point là qui est fondamental, et en fait qui fait partie de la gouvernance d'entreprise qu'on doit mettre en place avec Réseau Entreprendre. Donc c'est vrai qu'en fait assez tôt dans l'aventure on a mis en place ce système-là pour échanger et pouvoir avancer tous ensemble. Et en parallèle, on a aussi avec Réseau Entreprendre du coup un comité d'accompagnement où on se réunit tous les 3 mois par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés dans le PASS qu'on a monté, le plan de développement qu'on s'est fixé à 3 ans avec Réseau Entreprendre, qui nous permettent de challenger justement ce qu'on pourrait appeler les axes stratégiques, les actions engageantes. On en a défini une dizaine à peu près par an. Et donc du coup, ça va être par exemple lancer une offre de forfait mobile pour les particuliers, monter une usine de reconditionnement. Et donc on va définir ces axes-là et se dire ok, est-ce qu'on est dedans, est-ce qu'on n'est pas dedans. Et après on a quand même de plus en plus ce fonctionnement-là par activité, où on sait que tiens, si c'est sur par exemple pour le commerce ça va être moi, si c'est sur la formation des gars en boutique ça va être François. On a chacun Kevin sur la partie développement de l'ERP et tout, et on a chacun quand même nos axes, on échange, mais après il y a personne qui est mieux placé que le responsable. Mais ce qui est intéressant et ce que je trouve assez fou, parce que vous êtes entre guillemets une jeune entreprise, ça fait donc 3 ans, bientôt 4 sûrement. Vous avez des mécanismes aujourd'hui que moi j'étudie quand je regarde un peu la prise de décision en entreprise de grands groupes en fait.
qui est assez dingue. Vous êtes 3, vous voyez, vous faites des boards ou des choses comme ça, on donne ce qu'on veut entre vous pour déjà discuter, avec chacun sa spécialité, donc chacun a son expertise, et en plus vous élargissez un board élargi qui inclut des salariés, je suppose que c'est des salariés, et en plus vous avez un organisme externe qui vient vous apporter une certaine réflexion, peut-être plus à froid, tous les 3 mois, c'est ça ? Exactement. Ok. C'est un processus de décision qui est vachement élaboré pour une structure qui est comme la vôtre en fait. Ouais. C'est un processus hyper élaboré, mais sur, je pense, 95% des décisions, on itère vachement. Et en fait, on est plus dans le test and learn que juste prendre une décision, mettre tous les chevaux dessus et voir après ce que ça donne. Ok. On est plus à, si on a un projet qui, pour demain, va être structurant, on lance une bêta 1 qui va pas prendre beaucoup de temps et qui va pas impliquer beaucoup de risques financiers et de ressources. On attend le premier retour, on voit ce que ça donne, et en fonction on prend une décision, soit de poursuivre, soit de creuser. Très start-up finalement. Ouais, c'est ça. En fait, la problématique qu'on a, c'est que comme on a plusieurs activités, peut-être qu'on les représentera tout à l'heure, mais en gros, comme on a plusieurs activités, c'est vrai qu'on est vite parti dans plein de directions différentes. Et en fait, le fait de structurer ça, et c'est notamment ce que nous a apporté Réseau Entreprendre, c'est de se cadrer et de dire est-ce que cette décision-là qu'on doit prendre, elle s'intègre bien dans le plan de développement qu'on a prévu, parce que sinon ça peut être un coût, une opportunité, mais si on veut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés qui vont donner de la valeur de la boîte, de la valeur à la boîte sur le long terme, qui vont nous permettre de passer à l'étape suivante, et malheureusement on peut pas tout faire, il y a plus de choses auxquelles on doit dire non que de choses auxquelles on doit dire oui. Et je dis pas qu'on le fait très bien et que c'est dur, souvent on s'égare un peu, mais le fait d'avoir mis ça en place, ça nous protège quand même. Mais ce qui est assez fou, parce que, et pour vous dire, moi ça fait vous êtes le 22 ou 23e enregistrement de podcast que je fais, alors j'ai pas que des entrepreneurs, mais j'ai principalement des entrepreneurs, et vous êtes la boîte la plus jeune qui me présente une structure aussi forte, et je trouve ça assez incroyable et c'est une super chose, moi j'adore, pour se dire, ok, vous avez mis en place un certain nombre de choses, de garde-fous, de process pour, toujours au moins aller dans la bonne direction, en plus avec une méthodologie de l'itération, de la start-up. Comment ça vous est venu un peu cette construction ? Je pense qu'il y a une des choses fondatrices, c'est notre expérience en asso aussi. Oui, clairement. Parce qu'en fait, dans les assos dans lesquels on a participé, on avait ces systèmes c'est des assos bien établis. Bon, sur le pays vitréen, pour les connaisseurs, il y a le Don Jiggy Fest, l'association Crayon de couleur. Au lycée, Retrousse tes manches à l'époque. Et c'est des choses, en fait, dans les assos, on est obligé d'avoir un bureau avec un président, un trésorier, un secrétaire qui note tout, etc. Dans les plus grosses assos, donc je pense à Retrousse tes manches, mais dans Don Jiggy Fest Crayon de couleur, il y a un conseil d'administration, chacun a son pôle, c'est des choses très structurées, donc on a baigné dans cette création de projet via des choses quand même assez structurées. Et puis il y a eu aussi en fait les premières années, on était structuré à 3, mais vu qu'on était une équipe de 4-5 la première année et la deuxième année, on a fait pas mal d'erreurs, enfin on a aussi fait des erreurs, et donc du coup qui nous ont appris, on s'est dit putain, si on avait mis en place des processus de conseil comme ça, on s'est pas fait conseiller du tout au début. Si on s'était fait conseiller, il y a des erreurs, par exemple, je pense les deux premières années, on a presque tout autofinancé. Nos stocks, les investissements, tout ça. C'est des choses, si on avait été accompagné, on sait qu'on n'aurait pas fait ces erreurs-là. Et donc, du coup, au bout de 2 ans et demi, quand on se rend compte de ces conneries-là, on se dit putain, ce serait peut-être bien de se faire accompagner sur tel sujet. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a mis en place ces accompagnements avec Réseau Entreprendre ou Finoé, par exemple. Et je pense qu'il y a peut-être une troisième chose, c'est que aussi nous on a un métier qui est particulier parce que en gros aujourd'hui on est 20, mais en fait au siège on n'est que 10. Ensuite on a des gens dans les boutiques, à Vitré, Rennes, Laval, etc. Et des peurs on va dire qu'on a, ou des choses qu'on veut réussir à maintenir, c'est vraiment la communication. Et donc assez rapidement on a mis en place ce qu'on appelait une roadmap. Donc en gros tous les matins on se réunit, là c'est avec tout le monde, tous les lundis matin. On est 20 du coup en roadmap, et pour échanger un peu sur les chiffres de la semaine dernière, les actualités, les différentes choses. Et c'est vrai que pour nous
c'est dans la culture, c'est pas évident, mais de réussir à maintenir cette discussion et cet échange-là. Et ça, nous, c'est une particularité qui est due notamment, les gars, parfois, moi, je suis 15 jours sans les voir, parce que je ne vais pas trop dans les boutiques, moi, je suis plus sur la partie business. Et donc du coup c'est vrai que ça permet de toujours échanger quand même et de se donner des trucs, donc ça c'est vraiment la chose fondamentale. Et peut-être justement tu le disais tout à l'heure, pour expliquer un peu, parce que là vous parlez de boutique, il y a des offres, peut-être expliquer un peu ce que fait Phoner en fait, parce qu'il y a alors le grand public pourrait vous connaître à travers les boutiques effectivement, mais il n'y a pas que ça en fait. Effectivement, je pense. On est spécialisé dans la téléphonie mobile, donc aujourd'hui on a 3 activités distinctes. Une première qui est dédiée aux particuliers, donc Phoner Retail, où on va faire de la vente de téléphones reconditionnés, de la reprise, de la réparation, de la protection. Et donc là on a 3 boutiques dans l'Ouest, et donc l'idée là c'est de se faire accompagner par Réseau Entreprendre pour en ouvrir 12 nouvelles d'ici 2026. En parallèle de ça, on a construit une offre pour les professionnels. On va proposer les mêmes services, ça s'appelle Phoner Business, et on fait en plus la gestion de flotte et les forfaits mobiles. Et donc là, on est opérateur télécom sur le réseau d'Orange, on appelle ça MVNO d'un point de vue technique. Et donc en gros, on est connecté chez Orange, mais on construit nos propres forfaits. Et donc là, on accompagne des entreprises, ça va de la PME de 25 personnes à l'ETI de 4000, 5000. On adapte vraiment notre offre. Et la dernière activité en date, c'est le reconditionnement de smartphones. En fait, on a fait le choix que tous les terminaux que l'on distribue à nos clients, que ce soit des particuliers ou des professionnels, aient un téléphone qui a été reconditionné par nous. Parce que c'est le point en fait dans le reconditionnement, c'est vraiment la qualité. Il y a des SAV assez importants, et nous, ça nous permet de maîtriser cette qualité-là en interne. Et l'activité historique a donc été la réparation. Ouais, exactement. Donc le retail. Je comprends la partie business, c'est aussi logique, mais devenir opérateur, même adosser un gros réseau, c'est un step énorme. En fait, moi où je travaillais avant, on avait vu qu'en fait, certains types d'opérateurs en fait n'avaient pas tous la même qualité. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir le réseau Orange. En vrai, on n'avait pas la qualité Orange, il y avait une sorte d'intermédiaire entre les deux. Okay. Et donc, du coup, on a commencé à équiper les pros avec nos téléphones. Et ils nous ont demandé si on pouvait faire du forfait avec. Et en fait, c'est là où on a commencé à regarder ce qui était possible. En fait, par API, en fait, on peut, par programmation, en fait, venir créer des lignes mobiles. Donc en fait, nous, on fournit une interface à nos clients. On leur fournit des cartes SIM qui sont brandées à notre nom. Et en fait, le client, en un clic, active sa SIM et sa ligne. Et donc du coup, c'est quelque chose qui a beaucoup plu. Parce que la problématique... c'est, en termes de... Ça a été quand même assez lourd à développer et à mettre en place, mais en fait, c'est que c'est un projet qui a presque... On a 3 ans et demi, mais c'est un projet qui a déjà 2 ans passé. Et c'est petit à petit, on a ajouté des fonctionnalités et on a amélioré la solution pour arriver à une solution qui est plutôt complète aujourd'hui. Et le truc, c'est que pourquoi en fait on est devenu MVNO, donc proposer nos propres forfaits, pas simplement courtier, c'est qu'à l'époque en fait la spécificité qu'on a, c'est que tout le RP, le CRM, etc., pour gérer la relation client, le reconditionnement, les lignes mobiles et tout, a été développé par Kev. C'est son métier. Et donc du coup on se disait, quand on allait démarcher les entreprises pro, on allait leur pousser une interface pour qu'elles puissent demander des réparations, commander des terminaux. Et en fait le fait de passer par un courtier, ça les aurait fait sortir, donc un courtier par exemple un Coriolis, où nous on prenait une commission et on vendait des lignes Coriolis sur le réseau d'SFR. Et donc ça les aurait fait sortir de l'interface, et donc nous c'est pas ce qu'on voulait. On veut plutôt que le client, quand il vient chez nous, il a son interface Phoner Business où il peut tout gérer à l'intérieur et c'est simple pour lui. C'est pour ça qu'on est devenu... Et pour les pros aussi, c'est plus simple d'avoir une seule facture que d'avoir en fait plein de factures un peu partout. Oui, ça simplifie la relation, puis vous les gardez dans votre écosystème. Exactement. Et vous ne gérez pas lui dire mais on vous a fourni une co, mais bon c'est Orange machin qui va vous facturer. Si on était devenu courtier, par exemple, sur Orange, on aurait très bien pu vendre du Orange en direct, mais la problématique c'est que ça faisait... Le client se connecte sur Phoner Business pour commander des téléphones ou demander une réparation, mais le jour où il a besoin d'une nouvelle SIM, se connecter sur Orange Business, machin, et pour commander une SIM, on lui propose 4 lignes fibres et 3 lignes mobiles, et on le engage pour 36 mois sur quelque chose qu'il n'a pas demandé. C'était un bordel sans nom.
Et donc c'est pour ça qu'on a voulu simplifier ça au sein de notre interface, quoi. Ok. Et justement, on parle de grandes entreprises. Aujourd'hui, vous parliez, vous étiez sur du retail et d'autres offres. J'ai envie de dire, alors je sais que je vais poser la question et que je m'attends à une réponse, mais je vais vous la poser quand même parce que moi je la trouve assez marrante. C'est vous vous attaquez à des énormes du marché. Je vais citer Back Market qui est le plus connu, qui est en ligne. Vous n'êtes pas tout à fait sur le même modèle parce que alors, ils ont pas la même approche, mais vous vous attaquez aussi à des entreprises comme Wifix, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, quand on vous dit ça, qu'est-ce que ça vous fait un peu de dire vous attaquez à des mecs Rien. J'adore cette réponse. Rien, non. Des entreprises comme Wifix, c'est des belles réussites, hein, c'est des super boîtes qui proposent un service qui est les deux que tu as cités, légèrement différents des nôtres. Wifix, c'est du corner dans du centre commercial qui est pour de la réparation ultra rapide en une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais c'est pas tellement notre clientèle. C'est une clientèle qui veut juste déposer son téléphone, aller faire ses courses, pas entendre parler de ce qui s'est passé sur son téléphone, pas trop de conseils et juste en one shot réparer, mais sans trop de fidélisation. Ni trop de conseils justement. Parce que le format en fait s'y prête pas. C'est ça. Dans un centre commercial avec un corner qui fait 8 mètres carrés, c'est bruyant. C'est compliqué de vendre un téléphone. T'as plein de contraintes en fait. Même pour d'un point de vue employeur, pour la partie collaborateur, t'as pas de salle de pause, t'as pas de toilette. Il paraît que c'est un enfer. On a eu des retours, on a des. Moi je me prononce, j'ai entendu comme quoi c'était. C'est très compliqué. C'est compliqué, c'est dur. C'est un format à maintenir sur longtemps. Je pense que c'est dur. Voilà, et après Back Market, c'est. Il y a deux penchants. On les adore parce qu'ils ont démocratisé complètement le marché. On les aime un peu moins parce que, ils nous font de la concurrence évidemment, mais surtout parce que malheureusement. Ils donnent pas une très belle image de reconditionné de par la qualité. Nous on a beaucoup de clients qui repassent en boutique après l'achat de téléphones sur Back Market et quand ils arrivent ils veulent acheter du neuf parce qu'ils disent le reconditionné ça marche pas. Non, c'est juste le reconditionné que vous avez acheté. Malheureusement vous êtes tombé sur un mauvais reconditionneur qui a pas bien fait son travail. On parlait de la qualité tout à l'heure et c'est pour ça qu'on l'a intégré nous sur Phonar Industrie. La qualité d'un reconditionné va dépendre de la qualité des pièces qui sont utilisées. Si on utilise un écran qui est le moins cher du marché, évidemment qu'il va y avoir des problèmes de tactile, des petits pixels qui grillent ou des choses comme ça. Donc malheureusement ça peut donner une mauvaise image du reconditionné. Après, notre clientèle réelle qui passe en boutique, même chose, elle veut du conseil. Et souvent en fait elle vient parce qu'elle sait pas trop quel téléphone acheter. Donc nous en fait on va pas vendre un téléphone pour vendre un téléphone. C'est en fonction du modèle qu'elle avait auparavant et surtout l'utilisation. Une personne qui utilise son téléphone que pour passer des coups de fil, envoyer des WhatsApp et prendre 2-3 photos tous les 6 mois, ça sert à rien de passer sur la Rolls-Royce du téléphone quoi. On va vraiment en boutique orienter vers la bonne gamme de téléphones. On a des gammes dédiées en fonction d'un utilisateur intensif, modéré, etc. Donc on a vraiment ce côté conseil et donc les gens viennent vraiment dans les boutiques pour avoir ce conseil. Et au-delà de ça, du conseil, c'est surtout la mise en route du téléphone, le transfert des données de l'ancien dans le nouveau, qui peuvent évidemment pas faire en ligne sur des sites comme Back Market. Donc, techniquement, en fait, on vend à peu près le même produit, donc c'est des concurrents, mais indirects. Après, il faut voir aussi que Back Market ne reconditionne pas ses produits. C'est ça. Une place de marché où il y a des reconditionneurs qui s'inscrivent et qui vendent. Donc, il y a toutes les qualités. Ouais. Puis eux, ils ont un système de dégradation où ils référencent des réparateurs ou des reconditionneurs. C'est ça. Ils référencent des reconditionneurs en fonction de la qualité, donc leur taux de SAV sur la plateforme et du prix aussi. Et du prix, en fait, c'est un système de buy box où le meilleur en prix et en SAV et en délai de livraison remonte en haut et c'est ceux qui vendent le plus. C'est là où vous différenciez vraiment, parce que tu me faisais le tour tout à l'heure.
vous faites tout en interne, quoi. C'est ça, exactement. La différence aussi, c'est que sur du back market, nous là encore une fois, pas d'un point de vue consommateur, parce que d'un point de vue consommateur, souvent les produits sont moins chers, mais il n'y a pas toute cette notion de service, etc. dont on peut parler. Mais c'est que de l'autre côté, d'un point de vue reconditionneur, ça coûte 16%. Commission. La commission est à 11%, mais avec les réintégrations de services clients, il y a plein de petits frais additionnels, on est à 15-16%. Sur des tarifs, d'un point de vue, c'est dur de se placer sur du back market. En tout cas, où on a des marges très très serrées, et c'est vrai que pour vivre, c'est compliqué. Nous, ce qui fait notre force, et tu sais comment on se positionne par rapport aux autres, c'est que nous, on est plutôt dans la volonté de créer un écosystème, en se disant on va créer un cercle vertueux. On va aller travailler avec des entreprises à qui on va vendre des forfaits, on va faire des réparations, on va reprendre des anciens terminaux aussi. Ces terminaux-là vont être reconditionnés à Etrel, où on va pouvoir venir les grader, les tester, les remettre en boîte. Si c'est des terminaux qui correspondent à notre gamme en boutique, ils vont être redistribués, donc ils vont connaître une nouvelle vie en local. Et si par contre c'est des terminaux qui sont dans une autre gamme et que nous on ne souhaite pas distribuer, on va les revendre en marque blanche à des Cash Express, des Happy Cash, etc. Et donc nous, c'est plutôt que notre approche est plutôt, on va dire, résiliente, ce que Kevin dit souvent. C'est que en fait, chaque activité se nourrit. Et il y a une activité aussi qui est très dans l'air du temps. Alors vous aujourd'hui vous le proposez dans un service global, mais qui est, on parle depuis 1 ou 2 ans de justement cette reprise de cette démarche un peu verte, on va dire, de reprise des appareils électroniques, de les réutiliser, vous c'est quelque chose que vous faites depuis déjà 3 ans, quoi. C'est une vraie démarche. La reprise s'est vraiment accélérée depuis 1 an et demi. Même 6 mois, je pense, je dirais. Début d'année dernière. Ouais, enfin, début de cette année. Oui, ça fait 6 mois. Ouais. Avant, on ne mesurait pas trop. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la clé dans le téléphone, c'est vraiment les achats sur la téléphonie mobile. Et donc, le fait de nous reprendre nos clients, ça nous permet d'avoir des meilleures marges, de maîtriser encore plus la qualité et d'enlever des intermédiaires. Donc nous, c'est vraiment un axe qu'on développe, et que ce soit en particulier ou en pro. Ok. Et tout à l'heure, je reviens un peu sur le domaine de la décision, parce que ça m'intéressait. Vous me disiez qu'il y avait un gros projet qui est d'ouvrir 12 boutiques d'ici 2026. Aujourd'hui, vous en avez 3 ouverts sur les 2 dernières années. Depuis septembre 2021. 2021. Ouais. C'est un rythme assez fou. Et ça veut dire, alors je sais pas si vous allez faire plutôt de la franchise ou plutôt dans le propre, mais dans les 2 cas c'est un travail de dingue. Comment on décide justement, comment on se projette de se dire ok, dans 3 ans on va ouvrir 12 boutiques, comment on va augmenter d'un tel le chiffre d'affaires, comment on en vient un peu à se décider, comment on fait, quoi. Pour les boutiques, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, 1, 2, 3, on fait aussi derrière des économies d'échelle. On a cette grosse force qu'est le RP de gestion qui gère, comme on disait, la totale, qui part du devis à la gestion des interventions, en passant par la gestion des stocks, la facturation, la relance client pour les avis, ça gère vraiment tout. Aujourd'hui, on l'a développé, Kevin l'a développé, on l'utilise pour 3 boutiques, mais ce serait beaucoup plus chaotique sans cet outil, mais à 3 boutiques, ça tient encore. Ça pourrait tenir encore sans cet outil, et encore, ce serait très complexe. En tout cas, beaucoup plus complexe qu'aujourd'hui. L'idée, c'est qu'on a eu vraiment ce step on a ouvert Vitré, dans la foulée, par pure opportunité, on a ouvert Laval, mais après, on a vraiment eu un gros step de structuration, parce qu'en fait, il fallait que l'outil puisse gérer multi-sites, donc une logistique à intégrer. Donc on a eu quand même eu un gros temps, presque 1 an, le temps d'ouvrir la 3e boutique Keren. Là, on fait maintenant l'outil, qu'on ait 3, 4, 10 boutiques, il n'y a pas trop de différence en termes de gestion. Okay. Là, on était plutôt limité jusqu'à aujourd'hui par la capacité de production, d'où notre déménagement là, il y a 2 mois dans ces locaux à Etrel. Donc c'était plutôt cette ambition, et derrière, c'est assez intéressant de mailler un territoire pour avoir un peu ce bouche-oreille. On a déjà des retours d'amis de Saint-Malo par exemple, qui nous disent ma grand-mère elle m'a dit fallait absolument, si j'ai besoin pour mon téléphone, d'aller à Rennes chez Foner. C'est la grand-mère de Saint-Malo qui ne savait pas que sa petite fille était amie avec nous.
Donc on sait qu'on peut créer aussi tout un écosystème local, en tout cas déjà dans le Grand Ouest, de bouche-oreille, qui est un de nos canaux d'acquisition principaux. Mais après, ouais, sur la partie comment tu décides, en fait, le chiffre d'affaires, souvent, ce qu'il faut se dire, faut pas trop en fait regarder le chiffre d'affaires, faut plutôt regarder le nombre de boutiques, et ensuite par boutique, tu dis t'es capable de faire tant, par mois tu fais tant. En fait, le comptable nous a ramené à des trucs super simples quand on a dû construire des prévisionnels assez avancés pour les entreprendre. Et en fait, il disait ok, vous faites combien de tickets en moyenne à Vitré, vous en faites tant par jour, avec tant de paniers moyens, ça vous fait tant, ça vous donne le chiffre d'affaires. Et en fait, du coup, le chiffre d'affaires, tu le décides pas vraiment, il se fait assez naturellement. En étant, enfin avec du bon sens quoi. Tu prends des chiffres, tu les multiplies, et les moyennes en général sont plutôt lissées sur 1 an, 2 ans, 10 ans, et donc du coup ça te permet d'aller. Et après on se fixe 12 nouvelles boutiques, on fera le maximum pour les tenir. La vérité c'est que plus tu t'éloignes de la date d'aujourd'hui, plus c'est dur d'être précis sur ce qui va se réaliser. D'autant plus que nous, ce que je disais avec Réseau Entreprendre, c'est que du coup on sait que dans la globalité, par rapport à la direction qu'on veut donner, on sera peut-être à plus 20 ou moins 20 par rapport au prévisionnel qu'on avait fait. Mais par contre la ventilation entre les activités, demain on n'est pas à l'abri. Je sais pas que le pro, en fait, nous on avait prévu qu'il représente 25%, j'ai une connerie, 25% de l'activité, et qu'en fait ça soit 75%. Donc ça tu le sais pas, tu peux juste te fixer des chiffres qui te donnent un horizon, un temps de passage. Ok, il faut que à tel mois, tel trimestre, je sois rendu là à peu près. Et sinon, pourquoi je suis pas? Est-ce que je peux le corriger? Est-ce que je vais y arriver? Et ensuite, tu fais avancer le truc. Mais c'est un chemin. La destination, ça te donne une direction. Mais après, mais ce que j'entends également, c'est qu'il y a quand même une réflexion en amont, déjà entre vous, parce que connaissance du marché, puis tu parles de comptable, je suppose que vous avez des prévisions, enfin des projections plutôt, pas des prévisions, des projections, et ça vous a dû vous donner quand même un panel de vous dire, on va peut-être pas ouvrir 100 boutiques, mais on va peut-être commencer à une dizaine, vingtaine, voilà. Puis tu calcules ton besoin en fait. Ouais. C'est ce qu'on disait, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a mis 3 ans à faire ça, mais que du coup on a quand même un peu de recul sur ce que ça coûte une boutique, combien de temps ça prend, qu'est-ce qu'il faut mobiliser comme ressources, quand est-ce qu'il faut recruter les gens, à quel moment ils arrivent, etc. Et donc ça te permet d'affiner. Et nous, il y a plein de fois en fait on a fait le prévisionnel, et au bout de 6 mois on réagit, on dit bah non, en fait là on va pas être dedans. Tu vois, fin d'année là on devrait ouvrir une boutique. Etrel nous a pris plus de temps que prévu, on ouvrira une boutique qu'en janvier ou février. On sait que si on veut l'ouvrir en janvier-février, il faut qu'en décembre on ait un local et qu'on commence à s'engager sur des signatures de loi. Donc tu le fais évoluer comme ça en permanence. C'est jamais figé. Ce qui est intéressant, parce que ça veut dire que vous avez une vision très souple de la gestion. Est-ce que tu disais un peu de l'itération, très souple, alors que vous auriez pu dire ok, il faut qu'on tienne notre planning. On s'est dit que en décembre on devait ouvrir une boutique, elle va ouvrir quoique, et on va mettre l'argent quand même quoique. On reste. Ce côté très souple nous permet aussi de ne pas prendre des décisions bêtes entre guillemets. On aurait pu prendre la décision, ok, on ouvre une boutique, on signe n'importe quoi, signe n'importe quoi, pour fin novembre, début décembre, plus tard début décembre on a une boutique. Mais finalement on sait que c'était aussi se mettre une balle dans le pied, parce qu'on aurait une boutique peut-être pas au bon endroit, peut-être pas avec la bonne équipe. Au vu de là, la problématique se trouve, c'était Etrel et la capacité de production, donc sûrement pas avec les stocks en face. Donc si on n'a pas les stocks en boutique, il n'y a pas les ventes qui vont en face. Donc on est loin des prévisionnels, et derrière financièrement on se met une grosse balle dans le pied. Donc on préfère décaler, avoir tous les points alignés entre guillemets, et justement grâce à ça pas se limiter pour demain en voulant accélérer trop aujourd'hui quoi. Tu te rends compte que ça coûte souvent plus cher de rattraper une merde que d'attendre un petit peu et de le faire bien. Et après, ça veut pas dire que tu vas être bien à 100%, mais c'est qu'il faut se dire, ok, il me faut au moins 85%, 90% des critères qui soient dans le vert. Il y a toujours une part d'incertitude, mais je sais que si j'ai ça, ok, on peut y aller, et après, il y a de l'ajustement, mais on est prêt à le tolérer. Donc si je traduis un peu, vous me dites, c'est qu'il y a quand même, lorsque vous dites il y a une grosse décision, vous échangez entre vous, je suppose, vous discutez et tout ça, vous discutez avec des gens extérieurs, et il y a quand même toute une liste de critères, alors notamment pour l'ouverture de boutique, c'est plus facile d'avoir une liste de critères, de dire ok, faut que 80-90% des critères soient ouverts pour qu'on y aille. C'est un peu ça en fait. En fait, c'est Réseau Entreprendre qui nous a fait on parle beaucoup de Réseau Entreprendre, mais franchement, à tous les entrepreneurs qui démarrent, que ce soit première, de reprise, etc., ils ont plein de programmes adaptés. C'est vraiment l'une des meilleures décisions, je pense, qu'on ait prises depuis le début de Funner, de se faire accompagner. Et en fait, ils nous disaient, l'idéal quand on ouvre des magasins comme ça, c'est de définir notre liste minimum. En gros, si on a une boutique
qui est un peu plus dans le dur, parce que c'est produit quand on a ouvert par exemple du Laval ou du Rennes. Au début, on peut pas laisser entre guillemets le choix sur certains facteurs. Par exemple, quand on ouvre, on doit être certain d'avoir la meilleure équipe. Parce que il faut pas que l'humain soit un facteur où on sait pas trop, on va dire bah tiens, parce qu'en fait nous on va spéculer, on va dire bah tiens, je pense que c'est parce que on n'a pas la bonne personne, ou alors je pense l'aventure est pas faite, ou alors on n'a pas mis assez de com. En fait non, t'as plein de points, si tu les prends un par un t'es capable de les régler normalement. Déjà il te faut la meilleure équipe, donc c'est simple, c'est François qui va en boutique avec Mathieu, notre premier salarié, et c'est des killers en vente, ils sont en boutique, on sait que ça viendra pas de l'équipe. Les travaux, tout est fini, il y a pas de voilà, il nous reste 2-3 dedans, les travaux sont finis, donc ça peut pas venir de quand tu rentres de la boutique, hein, tu t'y sens pas trop. Sur la publicité, bah, les publicités elles sont simples, on a ce budget là qu'on a défini, on est dedans. Et en fait tu prends les points un peu un par un comme ça et te dire ok bah ça je suis dedans, et donc si par exemple il y a une manifestation comme on a pu avoir le cas, si tous les autres facteurs sont verts, bah, effectivement tu peux en déduire que ça vient de la manifestation, mais si t'as pas géré l'équipe, t'as pas géré un peu les travaux et t'as pas géré le reste, tu vas te dire je vais sentir que ça vient de la manifestation, mais en fait t'en sais rien. Et c'est ça le truc, c'est pour prendre des bonnes décisions il faut avoir les bons indicateurs et que ceux sur lesquels on doit être intransigeant ils soient ouverts. Et souvent à la base c'est l'équipe, que l'offre elle soit claire, tu vois, que l'endroit bah, il soit fini et que du coup tu puisses comparer et te dire ok bah par exemple à Vitré et à Laval on a tous les indicateurs qui sont au même niveau, mais par contre à Laval il y a des manifestations, je suis un peu moins où il y a des travaux, je suis un peu moins de chiffre d'affaires, bah oui ça doit venir de là. Et c'est super important parce que souvent ça s'est arrivé qu'on prenne des décisions où en fait tu sens des choses, mais la vérité c'est que quand tu veux ouvrir sur le long terme tu peux pas sentir les choses, il faut que tu aies des indicateurs qui soient clairs, et après tu as toujours de l'intuition, mais faut repartir de la data dans tous les cas. Et ça m'amène à une des dernières questions que je vais avoir. Si donc vous m'expliquez un peu tout le process de décision que vous avez, vous êtes, je pense, plutôt processualisé, mais vous, en tant que personne, comment vous vous définissez en tant que décideur ? Est-ce que vous êtes plutôt du côté très intuitif, très processuel, avec, j'entends le mot data, qui moi me parle beaucoup, mais voilà, comment vous vous définiriez un peu chacun ? Là, moi, je pense que... Enfin, je suis quelqu'un qui m'écoute beaucoup. Donc j'écoute beaucoup mon instinct. Mais j'aime bien avoir de la data et de confronter les chiffres. Il y a plein de choses où on s'est fait un peu avoir, même sur des ventes, des choses comme ça, où en fait, quand on regarde les chiffres, on est surpris d'avoir des taux de SAV quelque part. Ok. Bah moi c'est vrai que j'aime bien regarder aussi comme CAF, c'est parce qu'on s'est rendu compte que en fait même dans l'amélioration on améliore que ce qu'on mesure. Donc du coup faut mesurer, ça c'est une connerie, tu vois, au début on se disait tiens on met pas trop de chiffres parce que l'idée c'est que ce soit vraiment l'outil qui soit au taquet pour les ventes en boutique, mais en fait tu te rends compte que par exemple tu as des taux de SAV hyper importants mais tu les juste pas mesurés, donc tu peux pas les optimiser. Donc les chiffres super importants. Et après, je sais que moi j'aime bien échanger, tu vois, je sais pas, prendre le téléphone, j'appelle quelqu'un que je connais dans le truc, je lui en parle, etc. 1, 2, 3 personnes, 4. Faut pas avoir trop d'avis, mais avoir tu vois, ça permet de se dire ok, on est comme ça. Et après, moi franchement, confiance aussi à l'intérieur, quand c'est le bon truc, tu le sais, après tu sais que tu peux te planter, mais faut se faire confiance. On a une phrase, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ouais, ça par contre, ça c'est un vrai truc, et ça nous est arrivé souvent avec des gars qu'on a recrutés, souvent l'humain. Et en fait, quand tu te dis ok, et surtout quand on est 3, c'est l'avantage, c'est que du coup, il y en a toujours un parfois qui va se dire ok, soit on est tous les 3 ouverts, ok, parfait, on sait qu'il n'y aura pas de problème, et en général, il n'y a pas de problème. Par contre, quand il y en a des 3 qui commence à avoir sa petite antenne, qui commence à dire là, je sais pas, je sens pas trop et tout, on s'est planté parfois, mais souvent, 90% du temps, il y en avait au moins un de nous 3 qui avait un petit point. Qui avait un petit point, et on disait ça, et tu vois, et c'est pour ça que c'est hyper important de communiquer, de se dire les choses. Et donc, mais c'est vrai que ça, c'est important. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ouais, et moi je sais même pas trop, on va dire ça dépend vraiment des situations. Il y a des décisions que je prends vraiment pure sur la data, et d'autres zéro, je regarde même pas, c'est purement à l'instinct, je me dis ok c'est la bonne chose, j'y vais. Ouais, c'est assez, on reste malgré tout vachement voilà. Ouais, mais c'est pour faire un petit retour d'expérience, c'est que vous avez un discours vachement effectivement, hein, chacun vous dites intuition mais data, et alors que j'ai croisé des chefs d'entreprise qui gèrent des 300-400 personnes qui me disent pur instinct, quoi. Donc ça, c'est là où
bien leur en face. Et moi, j'essaye d'être moins dans cette approche, pareil dans mes prises de décision, mais c'est assez impressionnant. Moi, ce que je trouve assez impressionnant, c'est que ce que je vous dis, et je vous le dis en toute honnêteté, c'est que vous avez je trouve des process qui sont implémentés en fait dans des grandes entreprises, mais vous les avez à des stades hyper tôt, quoi. Bah, ces décisions sur des datas, c'est clairement purement et simplement grâce à l'ERP de gestion qu'on a. Okay. C'est que n'importe quelle décision qu'on peut prendre, sauf l'humain, enfin toutes les décisions où il y a de la data qui implique, on a la data. Et c'était un choix, on s'est inspiré de beaucoup d'ex-entreprises, typiquement au Save, que tu peux sûrement connaître, qui était l'ancien Wifix entre guillemets, pour simplifier, qui s'est planté à cause de l'hypercroissance par manque de data, parce qu'ils n'avaient pas leur taux de SAV, leur taux de vol, leur taux de casse, etc. Et donc c'est pour ça que de base on s'est dit ok, il nous faut un outil hyper poussé dans la data. Et donc toutes les décisions, n'importe quelle décision où il y a de la data qui rentre en jeu, la data on l'a, donc on l'exploite. Alors qu'on sait que on a pas mal de potes qui ont des boîtes aussi, toutes ces données financières et purement techniques, ils les ont pas à l'instant T, ils sont obligés d'attendre un bilan ou un closing, et du coup ils prennent des décisions des fois sans avoir les datas. C'est vrai que où je travaillais avant pendant 10 ans, c'était un peu ce système-là aussi, un ERP en interne, et qui est hyper abouti, et donc on est un peu, moi j'ai un peu cette façon de voir cette culture. Et c'est surtout sur une décision de stock mini, moi on a commencé à définir les stocks mini sur des quand je passais encore beaucoup de temps en boutique. Okay. D'un point de vue instinct, moi je me rappelle à l'époque, d'un point de vue instinct, c'est écran d'iPhone 8 noir, écran d'iPhone 11 et écran de Samsung machin. C'est ce qu'on vend le plus. Voilà mon instinct, parce que j'avais l'impression de vendre, c'était ce que je vendais le plus. Kevin me sort la stat, c'était la moitié j'avais vraiment raison, la moitié j'avais tort. Ouais. Et du coup la décision est beaucoup plus facile à prendre. Et ça sur à peu près tout, on définit maintenant ça affiche dans la colonne le nombre de ventes sur les 3 derniers mois, comme ça on a directement nos best-sellers, c'est des choses bêtes. Et vous savez ce que vous pouvez réapprovisionner le stock, sur quoi, exactement. En fait, je pense qu'il faut dissocier un petit peu les deux et de se dire ok, d'un point de vue opérationnel, du stock mini, des choses comme ça, faut vraiment se fier aux data. Et après, d'un point de vue produit et plutôt marque, image, etc., plutôt sur son instant. Ça dépend un peu de créatif. C'est ça. Mais du contexte, genre créatif. Et encore, tu vois, genre on teste, comme je disais, on teste une offre, on lance l'offre, on attend l'analyse avec la data. À l'instant, on lance l'offre et exactement. On analyse très rapidement avec la data au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et en fonction, on continue, on reproduit. En fait, il faut vachement de data pour valider, en fait. La data sert à valider. Ouais, il y a une grosse part d'instinct dans le sens, comme tu disais, en lancement, en test en fait. Exactement. Test, mais sinon tu te brides très vite. Ouais. Parce que si tu te bases que sur la data pour lancer des choses, en fait, la data te sert qu'à analyser et va pas te faire lancer des choses, quoi. C'est ça. À moins que tu peux pas analyser quelque chose que t'as pas encore vendu, quoi. Ouais, c'est ça qui est compliqué. Ok. Et je vais avoir une dernière question qui est la première fois que je la fais, donc je suis un peu excité. C'est là, je vous ai posé plein de questions, on a parlé de plein de choses. Si vous auriez dû vous poser une question, quelle aurait été? Putain. J'ai l'impression. On en a une chacun. Une chacun ou une pour tous les trois. C'est un truc que vous auriez voulu aborder là. Moi, il y a une question. Ouais. Vas-y. C'est la question que fait sur les entretiens sur Facebook qui pose, c'est qu'est-ce que tu ferais si t'avais pas peur? C'est une bonne question que je fais des fois en entretien d'embauche. Ok. Et qu'est-ce que tu ferais si t'avais pas peur? En fait, pendant très longtemps, la réponse c'était monter ma boîte. Donc c'est fait. Là, j'ai pas de réponse là, mais. Moi, j'en ai une que j'adore. C'est plus un truc qu'on se dit, mais quand on doit prendre une décision et qu'on sait pas trop si on a le droit, comment on choisit. Et la phrase que j'adore, moi, c'est mieux vaut demander pardon que permission.
Donc pas se poser trop de questions et y aller, au pire on pourra s'excuser, on mettra ça sur le compte de l'insouciance ou de la jeunesse, mais voilà. Ouais. Je ne sais pas trop. Il y a une question que j'aime beaucoup que Mathieu Stéphanie pose dans son podcast Génération Do It Yourself, qui est je sais plus comment exactement il la tourne, mais c'est quoi ta pire insomnie? C'est quoi la pire nuit que t'es passée? Et c'est pas celle-là que je voulais dire parce que j'adore cette question-là, mais surtout j'adore l'autre question qui est si tu dois dire quelque chose. Parce que souvent, lui, il interviewe des gens qui ont une carrière de 30, 40 ans, c'est que des... Un certain passif. Exactement. Voilà. Et si tu devais murmurer quelque chose à toi-même quand t'avais 15-20 ans, ouais. J'aime beaucoup les deux questions. Sur celle-ci, je me dirais que si je devais dire quelque chose, je pense que je me dirais faites tout ce que t'as envie de faire sans penser trop à ce que disent les gens et juste kiffe, fais ce que t'as envie sur le moment et oublie que t'as aucune chance, fonce comme disait Claude. Mais voilà. Ouais, mais c'est une belle. C'est un état d'esprit où, alors bien sûr, toujours dans une certaine mesure, on n'est pas non plus à aller faire des choses complètement folles, mais je suis assez d'accord de pas écouter les autres en fait. Enfin, d'écouter sans écouter. Exactement. C'est toujours ça le truc. Moi, c'est une phrase qu'on m'avait donnée quand je commencé l'entrepreneuriat. Je sais plus exactement la formulation, mais c'est de dire le premier conseil est de ne jamais écouter les conseils des autres. Donc, c'est un truc qui m'est toujours un peu resté. Carrément. C'est une belle phrase. Dans les phrases comme ça, il y en a une que j'adore, c'était, je dirais pas de qui c'est parce que c'est un peu controversé, mais enfin ça vient pas de lui, mais du coup c'est lui qui l'avait dit et j'avais trouvé ça super bien, c'est on peut tout avoir dans la vie, faut juste connaître le prix qu'on est prêt à payer. Et après... C'est sûr. Sur cette belle phrase, déjà je voulais vous remercier d'avoir été aussi ouvert, parce que je sais que la prise de décision, même si c'est un sujet relativement vaste, on rentre quand même dans les détails et vous avez été ouvert à parler de choses plutôt précises quand même. Donc merci beaucoup. Et puis, merci à toi. Puis je vous souhaite le meilleur pour Fauneur pendant très longtemps en tout cas. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans 2 semaines.